Voilà, après ce début un petit peu difficile. Donc, on va commencer par un rappel embryologique, mais je crois que vous en aviez déjà eu de l'embryologie par Lucille. Donc, le canal atrioventriculaire se forme au niveau évidemment des valves auriculo-ventriculaires. Et ces valves auriculo-ventriculaires, le premier stade, c'est le stade de la boucle. Et vous avez un entonnoir dit qu'on appelle tricuspidien qui va former ce canal atrioventriculaire qui est présent avant la formation de ces deux valves auriculo-ventriculaires quand elles sont normales. Donc je vous rappelle que la formation de la valve mitrale et de la valve tricuspide donc se fait tout d'abord à partir des bourgeons endocardiques et qu'ensuite cette cardiopathie du canal atrioventriculaire va donc se faire avec la participation du septum atrial et du septum interventriculaire. Donc au niveau de la composante auriculaire du CAV, c'est une pathologie qui implique plusieurs formations. Donc vous avez d'abord le septum primum qui va descendre comme un rideau sur le toit de l'oreillette unique et qui va s'arrêter avant les bourgeons endocardiques pour créer une partie de l'ostium primum. Et puis, vous pouvez avoir un déficit de l'épine vestibulaire postérieure, qui elle aussi ne va pas, voyez ma flèche quand j'y suis, oui, rentrer et finir de fermer cet ostium primum. Et puis enfin, vous avez une participation des bourgeons et qui vont avoir un mauvais signal et une mauvaise participation à cette septation interauriculaire. Vers le septum interventriculaire, c'est essentiellement la participation des bourgeons qui est insuffisante pour créer la composante ventriculaire du CAV, avec une muscularisation qui est insuffisante. Ainsi, on a changé un petit peu au fur et à mesure des années la dénomination de cette cardiopathie. Donc, on parlait énormément de défects des bourgeons préalablement. Et maintenant, c'est plutôt un défect atrioventriculaire parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait de multiples mécanismes et qui pouvaient être à l'origine de cette malformation. Et finalement, le premier défaut, c'est le défaut mésenchymateux de cette septation qui est insuffisante. Ensuite, on a un défaut myocardique puisque on a une myocardisation secondaire. Et enfin, un défaut d'alignement des septa. Et donc là, vous avez un petit schéma qu'on reverra par la suite. Où vous avez toutes les structures normales qui arrivent à cette jonction auriculo-ventriculaire. Et dans le canal atrioventriculaire, vous voyez que vous pouvez avoir un déficit de l'épine vestibulaire, qu'ils ont appelé DMP, du septum atrial avec la capsule mésenchymateuse qui descend, et enfin des bourgeons endocardiques et du septum interventriculaire. Donc c'est vraiment toute cette partie qui va être mise en défaut pour créer ce canal atrioventriculaire. Et ainsi, vous avez l'intervention du premier champ cardiaque, donc dans la boucle l'entonnoir, et par l'épine vestibulaire, celle du second champ cardiaque. Donc, on en arrive à toutes ces formes anatomiques variables. Donc, on va commencer par la plus classique, c'est le CAV complet. Donc, nous avons une jonction auriculo-ventriculaire commune, mais surtout, nous avons une seule valve. Et on le verra, c'est ainsi sur la particularité de cette valve que je vous décrirai après. Pas de fusion et une composante interventriculaire et une composante interauriculaire. Et puis, on peut avoir un CAV partiel. Dans ce qu'on appelle le CAV partiel, c'est lorsqu'il n'existe que la composante interatriale et pas de composante interventriculaire. Donc, c'est une CIA de type ostium primum avec une jonction auriculo-ventriculaire commune, mais une fusion des hémivalves antérieures et postérieures. Ensuite, on peut avoir un CAV intermédiaire. Alors en fait, dans le CAV intermédiaire, on va le voir un petit peu plus en détail, on n'en est qu'à la définition. On a une composante interventriculaire qui devient restrictive par l'appareil sous-valvulaire. Et puis, on peut avoir un CAV qui ne comporte qu'une composante interventriculaire
avec une CEV d'admission toujours associée à la jonction AV commune. Enfin, on peut ne plus avoir de défaut des septa, mais seulement une jonction AV commune avec une fente isolée, puisqu'on va voir ce que c'est que la fente qui dépend des hémivalves. Et puis on a décrit un CAV à minima qui comporterait ce qu'on appelle un alignement des valves auriculo-ventriculaires, mais qui à ce moment-là serait toujours sur une jonction AV commune. Donc, toutes ces définitions que je vous avais mis à partir de schémas de Lucie Loyel, vous pouvez les retrouver sur une publication de Rigby où vous avez finalement la dénomination en langue anglaise de ces différentes formes de CAV. Alors, on va commencer par définir un petit peu, reprendre ces éléments principaux de cette définition. Donc, cette fameuse jonction AV commune. Donc, dans le cœur normal, vous avez une petite partie qui reste d'ailleurs membraneuse, qui est peu muscularisée et qui est finalement entre la valve tricuspide, la valve aortique, puisqu'on a ce fameux wedging de l'aorte qui s'encastre et qui descend vers les deux anneaux, alors que l'artère pulmonaire reste plus haute. Dans le CAV, vous avez donc cette jonction auriculo-ventriculo, cette jonction commune, avec une modification des zones de sortie qui est directement liée à cette valve AV commune. Et donc, dans cette valve auriculo-ventriculaire commune, vous avez une modification des feuillets. Donc, du côté droit de l'ancienne tricuspide, de ce qu'on va appeler la valve auriculo-ventriculaire droite, vous avez deux petits feuillets. Du côté gauche, vous avez un feuillet mural qui est très important, qui peut être plus ou moins déficitaire en termes de surface. Et vous avez ensuite deux hémivalves, une hémivalve antérieure et une hémivalve postérieure, qui sont essentielles dans la pathologie valvulaire du CAV. L'autre élément important de cette valve auriculo-ventriculaire commune, c'est la disposition anormale des piliers. Donc là, vous avez un espacement des deux piliers de la mitrale et dans le CAV, ces deux piliers vont se rapprocher avec un angle qui peut aller jusqu'à la fusion de ces deux piliers. Donc sur les deux hémivalves, vous pouvez voir que le pont, le bridge qu'elles vont entraîner peut être plus ou moins important suivant les formes de CAV. Et qu'enfin, ce qu'on appelle la fente mitrale, c'est pas une déficience au niveau d'une partie de la valve, mais en fait, c'est la position entre l'hémivalve antérieure et l'hémivalve postérieure du côté gauche de la valve auriculo-ventriculaire. Donc ça, il faut le retenir. Ça tombe toujours dans les QCM. Le bridge, c'est le pont de l'hémivalve. De l'hémivalve antérieure au niveau, on va voir après dans la classification de Rastelli que plus cette hémivalve est en pont, moins elle est séparée par des septa interauriculaires ou interventriculaires qui pourraient descendre, elle va être plus ou moins en pont. Donc, elle est plus ou moins dysfonctionnante. Elle peut être, ça c'est plutôt la valve murale du côté gauche qui peut être plus ou moins déficitaire. Et après, entre les deux hémivalves, vous pouvez avoir une commissure qui est plus ou moins béante et des attaches qu'on va revoir dans la Rastelli. Et de ce fait-là, une dysfonction plus ou moins importante. Donc, au Rastelli, on en arrive et on va arriver à ce fameux pont de l'hémivalve. Donc, la forme A, qui est la plus fréquente et donc qui est schématisée ici, vous avez une hémivalve antérieure qui va être divisée en deux par son attache qui va aller sur la crête interventriculaire. Donc, vous avez, on va le voir sur un autre schéma, vous avez encore une communication interventriculaire, une hémivalve antérieure dont les attaches vont aller s'inscrire juste sur la crête du septum. Avec ensuite des cordages accessoires qui peuvent aller de chaque côté du ventricule droit et du ventricule gauche. La forme B, qui est une des plus rares, l'hémivalve antérieure, elle se divise
mais elle reste non attachée et elle va s'attacher avec des composantes qui sont arrimées sur un petit muscle du ventricule droit, voire sur le septum du ventricule droit, sur le septum du côté ventriculaire droit. Et enfin, la forme C, donc c'est la forme qu'on connaît chez l'enfant trisomique 21. Vous avez deux hémivalves qui sont non divisées, non attachées, et les cordages vont arriver de chaque côté des ventricules sur les parois antérieures et postérieures. Donc, sur ce petit schéma, on le voit du point de vue des attaches, et c'est peut-être plus facile à comprendre entre le bridge et les cordages. Donc ça, c'est la forme A. Donc vous voyez l'hémivalve antérieure, elle est avec un pont qui est pas très important, qui est peu important, donc bridge moins, puisqu'elle est divisée, et les cordages s'attachent sur le bout du septum. Donc vous allez le voir en échographie, en pièce anatomique, ça nous donne des CIV, des CAV intermédiaires le plus souvent. Dans la forme B, vous voyez que le pont, il commence à se marquer un peu plus, mais le cordage, il passe du côté ventriculaire droit sur le septum. Et enfin, dans la forme C, il y a un pont qui va du début d'un côté à l'autre de cette hémivalve antérieure, et les cordages, ils vont de chaque côté. Donc c'est là que vous avez un énorme CAV avec une hémivalve qui s'ouvre avec une attache de chaque côté comme ça. Donc, le premier élément, c'est la jonction AV commune, c'est cette valve commune anormale et son organisation. Donc, le deuxième élément qu'on a vu dans le premier schéma, c'était la déformation des voies d'éjection. Donc, dans cette déformation, vous allez avoir un défaut d'élongation, enfin plutôt une élongation un peu plus marquée de l'outlet, de la voie d'éjection du ventricule gauche, et donc de cette jonction, de cette zone sous-aortique. Donc là, vous avez la pièce anatomique normale, là, vous avez la pièce anatomique du CAV. Donc le CAV est là, et vous voyez que cette zone sous-aortique, elle va être allongée, élongée, lissée, du fait que l'aorte il n'y a plus le phénomène de wedging de cette aorte. Donc, on dit qu'elle est end-wedged. Et c'est ce qui donne ce rapport entre la dimension d'éjection et la dimension d'admission qui est supérieure à 1 et qui donne cet aspect dit en col de cygne sur l'échographie. Donc ça, c'est un deuxième élément de construction du CAV qui est important. Et on le verra, chaque fois que je vous parle d'une particularité anatomique de cette malformation, vous le verrez, ça a un retentissement hémodynamique potentiel. Enfin, sur la communication interventriculaire, donc c'est une communication interventriculaire qui est donc au niveau de l'admission et qui est au contact de cette valve auriculo-ventriculaire commune. Et c'est important parce que parfois c'est un petit peu difficile de la différencier des autres CIV. Alors la CIV périmembraneuse, sa zone de prédilection démarre un peu plus loin, mais vous savez que cette CIV membraneuse, elle va aller toucher la tricuspide finalement. Donc, ça peut être difficile de les différencier, mais la partie du septum d'admission de la CIV membraneuse, c'est une extension de cette CIV membraneuse ou périmembraneuse. Dans les CIV, on peut avoir un malalignement auriculo-ventriculaire avec des phénomènes de straddling ou d'overriding de la valve mitrale ou de la valve tricuspide qui peuvent rendre un petit peu difficile ce diagnostic différentiel. Mais je pense que le diagnostic différentiel le plus difficile, c'est la CIV musculaire d'admission. Et en fait, c'est que le principal élément, c'est qu'il n'y a pas de jonction AV commune, il y a une valve mitrale et une valve tricuspide, et il n'y a pas d'élongation de la zone aortique. Il y a eu le phénomène de wedging, et vous avez une valve mitrale, une valve tricuspide, et le plus souvent, une petite bordure musculaire sur tout le bord de cette CIV qui est d'admission. Et enfin, il faut faire le diagnostic différentiel aussi de la fente du CAV et d'une fente isolée qui n'appartient pas au CAV. Donc, au-delà de la jonction AV commune,
La fente, c'est pas tout à fait la même. Donc, dans le CAV, cette fente, elle va regarder vers le septum d'admission. Et donc, je pense que c'est peut-être sur les euh, pièces anatomiques avec l'échographie en dessous qu'on voit le mieux cette différence. Donc, quand sur une échographie, vous avez le VG en petit axe, vous voyez que cette fente, ce défaut de coaptation entre l'hémivalve antérieure et l'hémivalve postérieure, eh ben, elle se dirige vers le septum en plein. Alors que dans la fente dite isolée, elle va se diriger vers la voie d'éjection, vers l'aorte finalement, et vers l'aorte qui n'est pas, qui est au contact de la valve mitrale. Et puis vous avez d'autres anomalies évidemment sur les feuillets de la valve, puisqu'il y en a une c'est une valve de CAV et l'autre c'est des valves mitrales et tricuspides. Et puis toujours sur cette déformation dont on avait parlé et une anomalie de l'appareil sous-valvulaire. Mais le plus important pour différencier vous dans votre pratique, c'est la direction de cette fente, une vers le septum et l'autre vers l'aorte. Donc là, bah, écoutez, en 3D, c'est vrai que on a l'impression toujours de peut-être de mieux voir les choses, mais finalement, c'est l'équivalent d'une coupe petit axe. Et vous voyez qu'à partir du moment où vous avez le septum, le défaut d'apposition entre les deux hémivalves qui fait la fente, il est là, il est dirigé là. Alors que quand elle est dirigée, comme vous le voyez sur ce schéma, vers l'aorte qui est toujours encastrée entre les deux valves, c'est une fente qui n'appartient pas au CAV. Et de la même manière, vous voyez qu'on la voit un petit peu moins bien, mais parce qu'en fait, l'aorte est quichée entre nos deux valves. Un dernier point sur lequel il faut insister pour ce CAV, c'est donc la dominance ventriculaire. Donc, une des formes complexes de CAV, c'est quand ils sont dits déséquilibrés. Donc, ils peuvent être déséquilibrés euh, en faveur du ventricule droit ou en faveur du ventricule gauche. Et vous voyez que là, on peut aussi avoir une dominance auriculaire avec un déséquilibre de la même manière, et que la frontière entre un ventricule unique avec une seule valve et un CAV déséquilibré au départ d'un ventricule peut être relativement difficile à faire. Donc là, vous avez des petits schémas. Donc là, vous avez le CAV équilibré. Donc, si vous avez une dominance du ventricule gauche, vous voyez qu'on est dans cette situation-là et que c'est pas tout à fait la même chose qu'un ventricule gauche avec une double valve, à double entrée. Et de la même manière, si vous avez une dominance du ventricule droit, c'est pas la même chose que si vous avez un ventricule droit à double issue. Mais parfois, la différence peut être assez ténue et on peut avoir à ne la faire que sur une pièce anatomique ou une pièce chirurgicale. Enfin, la dernière anomalie qui est bien connue, c'est l'anomalie de la voie de conduction. Donc, du fait de cette valve, de cette jonction AV commune, vous avez un déplacement des voies de conduction et vous avez un nœud auriculo-ventriculaire qui va être déplacé à sa partie, donc là c'est le normal, à sa partie postérieure et inférieure. Donc, pourquoi c'est important? Vous l'avez deviné, c'est pour nos chirurgiens. Donc, on va revoir un petit peu toutes ces classifications, définitions anatomiques sur des pièces anatomiques que j'ai empruntées à Lucille et avec un parallèle écho. Donc, le premier type, vous vous rappelez, le type A. Donc, l'hémivalve est divisée et on a des cordages qui sont sur le septum. Donc, là, sur cette pièce, vous le voyez très bien. Donc, vous avez le CAV, vous avez le septum, vous avez l'aorte qui est tirée là-haut, et vous voyez toutes ces petites attaches qui sont sur le septum. Et donc, finalement, en échographie, donc les oreillettes, le défaut interauriculaire, la CV d'admission et cette valve AV commune. Et là, vous avez plein de petits cordages qui vont directement sur la crête. C'est le plus fréquent, c'est celui que vous allez voir.
Alors, le type C, celui où la valve, elle s'ouvre, on a dit que ça faisait un énorme CAV. Et donc là, vous voyez le CAV et vous voyez que ces attaches, elles vont très, très, très loin dans le VD. Sur cette pièce aussi, on le voit très bien. Donc, vous prenez les attaches, elles vont loin, loin, loin dans le ventricule droit, loin du septum. Et sur l'échographie, arrêtez, on va commencer comme ça, on aura les boucles après. Vous voyez que l'attache de cette valve AV commune, elle passe finalement à travers la communication interventriculaire et elle va loin, loin, loin sur le ventricule droit. Donc la valve, elle va s'ouvrir avec un immense défect entre. Et puis on a des formes intermédiaires. Donc les formes intermédiaires, pour certaines, elles sont euh, A ou B. Finalement, le C, on sait, les attaches, elles sont très loin. Mais entre le A et le B, on peut parfois avoir des petits doutes. Donc voilà, sur la pièce anatomique, on s'en rend vraiment bien compte. Donc vous voyez que vous avez des attaches qui vont sur la crête, et puis il y en a quelques-unes qui vont aller sur le septum du côté ventriculaire droit. Sur l'écho, on voit bien les attaches de la crête et un petit peu sur le ventricule droit. Donc on pourrait hésiter entre A et B, quoi. Alors le type partiel, donc vous voyez, on a une jonction AV commune ici. Mais finalement, le fait que la composante ventriculaire soit fermée et qu'on n'ait plus que l'ostium primum va faire qu'il y a euh, presque deux valves, en tout cas deux flux valvulaires. Mais la jonction est toujours la même, la valve est commune. Mais le fait d'avoir fermé le septum interventriculaire va faire qu'il va y avoir un mixing au niveau de l'ostium primum, mais vous avez deux flux, deux orifices que vous voyez là. Et en échographie, bon, c'est quelque chose que vous avez dû voir. Donc, une hémivalve droite, une hémivalve gauche. La petite composante ventriculaire qui s'est quasi fermée, ça devait être un A parce qu'on voit presque les petits cordages. Et le défaut d'ostium primum. Et on va le voir en couleur, ça nous fera deux orifices dans cette jonction commune. On va étendre un petit peu le propos de cette malformation. Oui, yes. Alors pour l'ostium primum, c'est toujours, enfin, je n'ai pas eu d'éléments de description d'une CA ostium primum avec deux valves et un wedging de l'aorte. Donc l'ostium primum, il est au contact de cette valve de CAV, il appartient toujours au CAV, contrairement à la CIV d'admission. Dans les formes anatomiques, donc on a des formes déséquilibrées, on l'a vu, c'est plus souvent dominant droit, donc avec une hypoplasie relative des cavités gauches, on y reviendra. Donc dans les lésions intracardiaques associées, ben, on a aussi, quelques cas d'anomalies conotroncales associées, le plus souvent dans les CAV déséquilibrés, parce que ces CAV déséquilibrés, non seulement ils sont déséquilibrés, mais en plus ils sont associés à d'autres lésions. On a des lésions obstructives gauches, on y reviendra aussi. Puis vous pouvez avoir pas mal d'autres lésions, des CIV associées. On va juste s'arrêter 2 minutes sur les anomalies des retours veineux systémiques ou pulmonaires, puisqu'on va les voir souvent dans les hétérotaxies. Et on y arrive, cette hétérotaxie, c'est quelque chose qui est estimé quasiment qui est associé dans un quart des cas au CAV. Dans des anomalies extracardiaques, le CAV, c'est une des cardiopathies les plus souvent associées à des syndromes génétiques. On le voit sur cette diapositive. Donc, vous voyez que on n'a que 36%, c'est le vert clair, de CAV non syndromiques et isolés.
Après, la plus grande partie, donc bien sûr, c'est la trisomie 21. Ensuite, vous avez des anomalies génétiques de type désordre mendélien avec plusieurs syndromes que l'on connaît bien, comme le Noonan, le Bacterl ou d'autres moins connus. Et puis, vous avez en jaune des malformations extracardiaques isolées sans syndrome génétique isolé. Et enfin, les petits 2% en vert foncé, ce sont les anomalies euh, chromosomiques génétiques sur des gènes isolés. Alors, si on s'attarde un petit peu en génétique, ce qui est intéressant dans le CAV, c'est que on a quelques cadres qu'on peut isoler et une certaine corrélation génotype-phénotype. Donc, on va prendre le premier, la trisomie 21. Dans la trisomie 21, vous avez une majorité de CAV complets. Vous avez plus souvent une tétralogie de Fallot associée. Et il se trouve que ce sont souvent des CAV de type C et qu'on a peu d'anomalies ou de fuites valvulaires. À l'inverse, dans les autres affections génétiques ou polymalformatives, dans les deux cas, l'hétérotaxie, vous avez des formes de CAV qui sont plus fréquentes en fonction de l'asplénie ou de la polysplénie. Le deuxième cadre qui est important et qu'il faut vraiment connaître en fréquence, c'est toutes les rasopathies. Et enfin, tous les syndromes de polydactylie axiale où vous retrouvez ces fameux syndromes de gènes inconnus. Et enfin, dans les gènes isolés, bon, les plus connus, c'est GATA4 et CREDLEL1. On s'en fiche un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des facteurs maternels qui augmentent l'incidence du CAV, que sont le diabète et l'obésité. Donc, tout ça pour en venir un petit peu à la complexité du diagnostic génétique en prénatal, puisque vous voyez toute cette variété. Donc, je réinsiste sur la relation phénotype-génotype parce que ça peut nous aider quand même à conseiller une famille. Et alors, ce qui est intéressant quand on isole les formes syndromiques, on va dire, et les formes non syndromiques avec un seul gène muté ou presque, on a le phénotype, mais on a aussi possiblement l'origine embryologique. Et donc, dans le CAV syndromique, ce serait plutôt un déficit du second champ cardiaque avec un défaut d'expansion de cette crête vestibulaire postérieure, alors que dans le CAV isolé, ce serait plutôt un défaut de signalisation sur les bourgeons endocardiques. On a l'impression d'un continuum entre l'embryologie, l'anatomie, le phénotype et puis l'hémodynamique. Donc enfin, on va s'arrêter sur juste quelques étapes, puisque le diagnostic échographique d'une cardiopathie, et ça je pense que c'est l'avenir, est l'effet en échographie fétale. Et une fois que le diagnostic est fait, donc c'est un diagnostic positif, on doit faire un diagnostic différentiel. Ensuite, on doit essayer de préciser au mieux la forme anatomique de la malformation. Ensuite, de préciser la forme hémodynamique. Sans oublier toujours de préciser le situs, c'est particulièrement important pour savoir si on est dans une forme d'hétérotaxie qui est plus complexe et plus syndromique. Et enfin, de proposer de façon appuyée avec un risque important une analyse génétique. Et c'est avec tous ces éléments que vous pouvez essayer de donner un pronostic le plus précis à une famille pour savoir ce qu'on va faire. Donc, je vais vous reprendre un petit peu à chaque fois dans les boucles d'écho. Donc, la pointe du cœur est là, le dos là, le massif auriculaire, la valve AV commune et la composante interventriculaire. Donc là, le diagnostic, même si l'écho a été fait avec un appareil mal réglé, est assez facile, même si notre cœur est en position verticale, ce qui fait que notre rayon d'ultrason est tangentiel, donc on est censé moins bien voir les défects. On voit très bien qu'il y a
un CAV complet avec la composante ventriculaire, auriculaire et la valve AV commune. Et alors, le point d'appel au niveau du Doppler couleur, c'est un seul flux de remplissage des oreillettes vers les ventricules qui nous donne une fameuse aile de papillon. Donc, cette aile de papillon, ce flux commun qui va des oreillettes vers les ventricules à travers ce défect du CAV, est le point d'appel pour voir le CAV complet. Alors, le CAV partiel, donc là, on a, le cœur est horizontal. Vous voyez que sur un défect qui est moins important, on voit très bien que la composante interventriculaire n'existe pas, que le septum est complet et qu'au contact de cette valve AV commune, on a un défect. Et en fœtal, c'est intéressant parce que ce défect, il s'associe à la fosse ovale obligatoire et que vous voyez en Doppler couleur que vous avez un petit tourbillon, un aller-retour entre les deux CIA dans l'oreillette. Et donc, en fait, le troisième, la CIV d'admission. Donc là, vous avez un cœur qui est intermédiaire, donc qui bouge entre la position presque allongée et la position presque verticale, qui vous permet de voir le défect interventriculaire, là, alors que vous avez un très beau septum primum, mais qu'il existe une seule valve avec deux orifices, puisqu'on a un septum primum. Alors, on le voit un petit peu mieux. Donc, on a de nouveau, on est en cœur horizontal, donc on le voit différemment. On a notre septum primum, une seule valve bien alignée. Et vous voyez que cette composante interventriculaire, il y a des cordages dedans. Donc, il y a un moment où on la voit quasiment pas. Si on regarde le début de la boucle qui revient, on a presque un septum d'admission. Et c'est quand on passe en diastole que ce septum d'admission s'efface un peu. Le CAV partiel ou intermédiaire, pardon, excusez-moi. Donc, on a une belle communication interauriculaire qui est presque en continuité avec la fosse ovale, la seule valve, et puis quasiment pas de composante interventriculaire avec les petits cordages qui s'accrochent bien sur le septum. On voit bien. Alors, on fait quelques formes complexes. Donc là, la pointe est là, du cœur. Vous avez une oreillette commune. On voit quasiment pas de septum interauriculaire. Une valve AV commune. Et un défect interventriculaire qui est important. On n'emploiera pas le terme de monstrueux. Et vous voyez que le septum qui reste est plus petit en dimension que le défect. Donc ça, c'est presque un ventricule unique. Et enfin, donc l'évaluation hémodynamique. Donc la pointe est là, le dos, l'oreillette, pas tout à fait unique, il y a un petit bout de septum ici, un beau défect d'obstium primum, une valve AV commune, et c'est un CAV partiel, il n'y a pas de défaut d'admission. Et donc, vous voyez que sur la valve AV gauche, même en fœtal, vous avez un reflux, qui est la fuite sur la fente, pardon, et qui est, on va dire, significative en période anténatale. Donc, sur cette régurgitation AV, je vous ai mis un article. Donc, on a peu de modifications entre la période anténatale et la période postnatale, peut-être même un peu moins que ce qu'on attendrait sur la différence d'hémodynamique pré et post. On a évidemment une augmentation de la mortalité avec le taux de la fuite. C'est pas bon d'avoir une fuite d'une valve auriculo-ventriculaire commune. Et que lorsqu'on a une fuite, on a un peu plus d'obstruction gauche et droite qui apparaissent en postnatal. Et qu'en fait, cette fuite de la valve auriculo-ventriculaire,
n'est pas plus fréquente en trisomie 21 ou en hétérotaxie. Un petit diagnostic différentiel. Donc, vous voyez que le cœur est allongé, donc c'est parfait, on voit très bien. Et vous voyez que là, on a un défect de type ostium primum au contact d'une valve qui est alignée. En fait, c'est pas du tout un ostium primum, c'est le sinus coronaire qui est dilaté par une veine cave supérieure gauche. Donc, euh, en postnatal, ça peut paraître assez facile de faire le diagnostic différentiel, mais en anténatal, c'est pas toujours évident. Enfin, dans le diagnostic anténatal des formes déséquilibrées, euh, la définition a été un peu simplifiée, parce qu'il y a plein d'index qu'on va revoir en postnatal. Et finalement, on dit que le ratio est normal entre 0,85 et 1,15. Et comme toujours, il faut savoir qu'on peut avoir une évolutivité pendant la grossesse et donc faire des échographies répétées. Donc, un petit exemple en anténatal. Donc, la boucle est vieille, mais je l'ai laissée parce que tout au long de ma présentation, vous le verrez en pré, en post et en post-opératoire. Donc, le VD est là, le VG est là. C'est un CAV probablement intermédiaire avec un petit cordage sur le septum. Vous voyez que ce VG, probablement, il va jusqu'à la pointe, mais qu'il est franchement asymétrique par rapport au VD. On va dire qu'il fait la moitié de VD en diamètre, si on fait un TM. Pardon. Donc, le tout est de savoir si ce VG il va être potentiellement recrutable en postnatal ou non. Et en gros, est-ce qu'on va avoir une coarctation, par exemple, qui pourrait être annoncée par ce petit VG et que finalement ce VG va être recrutable, ou est-ce qu'on va finir en hypoplasie du VG sur un CAV? Donc, celle d'avant, en fait, c'est une coarctation aortique qui a fini en biventriculaire. Alors que celui-ci, vous voyez, on voit quand même que c'est un petit peu plus marqué. Le VG est là et le VD est là. On a une oreillette unique. Le VG, on va dire qu'il fait un tiers du VD. Et surtout, il va pas jusqu'à la pointe. Il s'arrête là. La pointe, elle est là. Il va vraiment pas jusqu'à la pointe. Donc celui-là n'est pas recrutable. Et donc ça, c'est pour vous montrer avec des sondes qui progressent, des appareils qui progressent, qu'on fait des mesures. Donc on va mesurer la valve AV droite, la valve AV gauche, la composante ventriculaire, essayer de faire nos petits rapports. Et donc, vous voyez qu'on va au-delà de ces rapports enfin intracardiaques, on va aller jusqu'au bout des voies d'éjection et finalement faire la même chose que quand il n'y a pas de CAV, c'est-à-dire mesurer l'artère pulmonaire et l'aorte qui sont juste là pour essayer de savoir dans quel type de pathologie on est. Donc là, vous voyez qu'il y a une toute petite aorte qui arrive là, une grosse artère pulmonaire avec un gros canal qui va arriver là pour se rejoindre. L'image s'est arrêtée, mais ça tombe bien au niveau du rachis. Et donc, ce bébé a fait une coarctation aortique ductodépendante sévère néonatale avec un VG qui était recrutable. On va finir sur le pronostic anténatal. Donc, au terme de ce diagnostic, de cette précision diagnostique, d'une amyosynthèse que vous avez réalisée, on sait si c'est syndromique, si c'est génétique. Il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à nous. Donc, en France, on peut accéder à une demande d'interruption médicale de grossesse en cas d'anomalie génétique. En tout cas la plupart. Et ensuite, nous, cardiopédiatres, on va essayer de dire quel pronostic, quel timing chirurgical. Et surtout dans les formes déséquilibrées, l'enjeu, le défi, c'est de savoir si on va aboutir à une réparation biventriculaire ou univentriculaire. L'organigramme, on le voit pas bien, hein, le petit flowchart. En fait, c'est pour vous dire que le pronostic dans le diagnostic global anténatal, il est catastrophique puisque il y avait 50% des
des diagnostics de CAV qui avaient eu une interruption médicale de grossesse et qu'en fait, entre ceux qui étaient complexes et on en a un quart qui arrive vivant. Donc c'est pas une finalement ça tombe bien qu'il soit flou parce qu'il faut pas retenir ça. Et c'est vrai que si on part à 18 semaines du diagnostic d'un CAV, ben on va pas en suivre beaucoup. Et donc, dans la survie à 1 an, à partir du diagnostic anténatal, elle est à 68%. En effet, mais c'est pas le pronostic que vous allez retenir lorsque vous avez un diagnostic de CAV qui est né. C'est le diagnostic à partir du prénatal. Et évidemment, ce qui va marquer cette mortalité, ce sont bien sûr les formes complexes par rapport aux formes isolées. Vous voyez que la différence est énorme. Donc, à 1 an, c'est 84% pour une forme isolée, alors qu'on est qu'à 50% pour une forme complexe. Et dans les formes complexes, c'est l'hétérotaxie et le caractère déséquilibré qui vont gréver le plus ce pronostic. Alors, un petit mot sur ce fameux alignement des valves auriculo-ventriculaires. Donc, on a beaucoup parlé à une époque. Donc, ça a été décrit dans des cas exceptionnels sur des pièces anatomiques comme étant une forme à minima de CAV. On est d'accord, on le met dans la définition. Mais en anténatal, on va un peu oublier ce signe. C'est un mauvais signe. D'abord, pour une question technique, vous voyez que pour savoir si ces valves AV sont alignées, on a plusieurs plans pour les voir. Donc, ça veut dire que vous pouvez être au niveau quasiment aortique ou quasiment au niveau diaphragmatique. Mais entre ces deux, vous avez quelques millimètres et quelques plans échographiques différents. Et en fait, euh, dans un cœur normal, vous voyez que vous avez ce fameux décalage de la valve mitrale et de la valve tricuspide. Mais quand vous descendez au niveau du diaphragme, il y a un moment où vous pouvez les aligner. Donc, ça dépend vraiment du niveau où vous êtes. Et à l'inverse, dans un CAV, euh, au niveau aortique, elles sont vraiment alignées. Mais il y a un petit moment, quand vous êtes juste entre ce niveau aortique et le niveau diaphragmatique, vous pouvez passer par un petit décalage du fait de la vision. Donc, oui, si vous avez un alignement, pardon, avec un CIA de type ostium primum, oui, il faut y faire attention. Ou même si vous n'avez pas d'ostium primum, mais des valves alignées avec une fuite du côté gauche, vous pouvez vous dire qu'en effet, vous êtes devant un CAV. Mais l'alignement isolé. Alors, en plus, pendant longtemps, à partir de ces constatations anatomopathologiques, on a voulu en faire un signe d'appel de la trisomie 21. Vous voyez que sur une étude déjà ancienne, en 2009, on s'est aperçu que ça avait une très mauvaise sensibilité, très mauvaise spécificité. Actuellement, c'est acquis à peu près par tous les CPDP. On va proposer une amyosynthèse devant la seule constatation de ce fameux alignement des valves auriculo-ventriculaires. Donc, on va dire que le sujet est clos, même si c'est pas tout à fait vrai. Donc, je vous montre quand même ce que ça donne, parce qu'on peut encore vous en envoyer. Donc, vous voyez que on n'a pas de défaut des septa, mais on a une valve auriculo-ventriculaire qui est complètement alignée. Je vais passer au postnatal. Est-ce que vous avez des petites questions? On continue? Vous parlez du ratio c'est à quel niveau qu'on peut dire que c'est des valves, parce que c'est des gens particulières le ratio entre les entre les deux ventricules, vous avez deux manières de faire le déséquilibre ventriculaire, c'est de mesurer l'anneau tricuspide et l'anneau mitral, quand on n'est pas dans un CRV ou la valve AV droite, la valve AV gauche. Et c'est plus compliqué en complet. Et sinon, c'est un TM, comme vous faites en postnatal, au niveau des ventricules. Mais il y a ces deux étages, ces deux éléments où vous pouvez le faire. Comment on explique le fait qu'il y ait des CAD avec une éjection droite et vous avez
C'est une question d'embryo que tu poses. Euh, euh, je pense que dans le défaut du septum d'admission, le signal peut aller assez vite vers la voie d'éjection. Euh, Par exemple, l'épine vestibulaire qu'on voit qui pénètre dans le septum interauriculaire, elle est pas loin de la même crête qui va participer à l'acceptation du conotroncus. Elle vient du même champ. Et est-ce qu'il peut y avoir un continuum? Oui, je pense, plutôt que deux anomalies associées. Alors, on y va. Donc, en postnatal, vous avez des étapes, des questions. Donc, le diagnostic positif, ben, finalement, c'est le même qu'en anténatal. Et puis, ça tombe bien, puisque finalement, dans 90% des cas, vous allez l'avoir. Et donc, votre rôle en postnatal, c'est, devant ce diagnostic, de le confirmer et surtout d'essayer de prédire toujours quel va être le retentissement l'hémodynamique de ce bébé. Et donc, d'évaluer, évidemment, les shunts, les pressions et les flux. Ensuite, vous allez avoir une troisième étape, on va dire, c'est le diagnostic préopératoire et la description à faire au chirurgien. Bon, l'analyse préopératoire, bien sûr, et ensuite le dépistage post-opératoire des complications précoces ou à distance. Alors, on va refaire un petit peu d'échographie postnatale. Donc, vous avez donc la forme A vue en petit axe avec les petits cordages qui arrivent sur le septum et la forme C avec les attaches qui vont vraiment de chaque côté des deux ventricules. Vous allez confirmer la fente avec sa direction vers le septum. Donc là, hop, en petit axe, vous la voyez, elle est dirigée là. Et puis, on peut analyser la valve AV commune. Donc, cette vue, elle est pas mal parce qu'on est vraiment au-dessus, on la voit vraiment bien. On pourrait même se dire que on analyse la surface du petit feuillet mural de la valve AV gauche, les attaches de chaque côté, probablement une petite sur le septum. Donc, c'est nécessaire d'avoir une vue petit axe pour analyser cette valve AV commune. On va se retrouver devant une lésion anatomique, une analyse hémodynamique en échographie, qui va vous donc l'anatomie, vous allez pouvoir finalement séparer en trois grandes catégories votre CAV et puis décrire les lésions associées qui vont vous donner finalement différents tableaux cliniques en fonction de l'importance des shunts et de la dysfonction valvulaire qui peuvent aller de l'insuffisance cardiaque, du collapsus, de la cyanose, des troubles respiratoires au souffle isolé. Donc, on va essayer de voir dans quelles circonstances on arrive à ces tableaux cliniques. Et bien sûr, ça sera en fonction de l'importance du shunt et de la fuite. Donc, au niveau des shunts, vous avez tous ces niveaux de shunt que vous pouvez voir. Donc, bon, le CAV complet, le shunt interauriculaire et interventriculaire. Et puis, vous avez cette fuite VG-OD à travers la fente qui va se diriger vers l'oreillette gauche potentiellement et qui peut aller faire ce flux surtout en cas de malalignement du septum interauriculaire par exemple. Et puis vous pouvez multiplier les flux et vous avez enfin celui-là qui est du ventricule droit vers l'oreillette gauche et vous voyez qui peut être cyanogène par exemple. Donc vous quand vous êtes sur l'échographie, vous analysez donc le sens du shunt, les surcharges des ventricules, la fonction du ventricule, le niveau d'HTAP et le niveau d'hypo ou d'hyperdébit. Ce qui va vous donner, donc pour cela, vous avez différents éléments que vous connaissez bien sur lesquels je reviendrai pas. Et donc finalement, on peut se retrouver devant deux tableaux qui sont un peu opposés et que pour la caricature, je vais vous opposer. Celui du CAV complet qui va qui va faire décompenser un nourrisson jeune de moins de 3 mois sur un mode d'insuffisance cardiaque congestive qui va être plus ou moins important en fonction bien sûr de l'importance du shunt, de la taille des défects, mais aussi du niveau
dépression droite, puisque si vous avez une HTAP plus marquée, ben, vous aurez moins de shunt. Donc en fait, cette insuffisance cardiaque du nourrisson, elle est surtout fonction dépression. Enfin, à l'inverse, sur le CAV partiel, avec juste finalement une hémodynamique de CIA, vous pouvez vous retrouver devant un enfant de 4 ans qui est très peu symptomatique et dont cette symptomatologie finalement par rapport au CIA autre de type ostium secondum dépendra de la dysfonction et de la fuite valvulaire. Donc on va naviguer un peu, un mode de CG, l'axe est gauche puisqu'on a une déviation des voies de conduction et la radio elle n'a pas beaucoup de particularités. Donc la taille du shunt, bon on va aller vite, hein, on peut le mesurer en systole, en diastole, la composante auriculaire, la composante ventriculaire. Et on va aller tout de suite sur certains cas. Donc, le premier cas, un petit CAV, le plus fréquent, il est de type A. Donc, on le voit bien sur cette diapositive, sur cette boucle, la valve AV commune, les attaches, le CIA, en couleur, un seul flux, une petite fuite qu'on a un peu coupée, mais il n'y avait pas de fuite de la valve AV importante. Donc, comme je vous l'ai marqué, on se dit tout de suite, qu'est-ce que vous pensez que ce nourrisson va pouvoir faire? Là, c'est juste la confirmation à un mois de vie du diagnostic anténatal. Ce qu'on attend chez lui, c'est un CAV complet avec une composante ventriculaire qui, pour l'instant, même si elle a un petit cordage, est pas du tout restrictive. On pense qu'il va évoluer vers une insuffisance cardiaque. Mais comme je vous le disais, cette HTAP fait que si vous regardez bien en couleur, même si on est sur le cœur vertical post-natal, il n'y a pas beaucoup de flux sur la composante ventriculaire. Donc en fait, c'était un enfant avec une trisomie 21 qui a développé une insuffisance cardiaque mais relativement discrète, avec une HTAP qui était en préopératoire isosystémique et qui a eu sa chirurgie à 4 mois et qui va bien. Alors, on avance. Donc, celui-là, c'est toujours un CAV complet. On voit très bien la valve AV commune. Et là, vous voyez qu'il y a pas beaucoup de cordage sur la crête. Euh, et que probablement, on en a un qui est accroché là. Et puis, avec un gros pilier sur la valve AV gauche, un peu presque commun. Et sur cette petit axe, on voit que on n'est pas loin du phallo associé. Bon, c'est pas vraiment un phallo parce qu'on a une grosse AP, mais on a en tout cas un défaut interventriculaire qui s'étend vers la zone d'éjection. Donc celui-là, vous pensez qu'il va développer une insuffisance cardiaque? Oui, on a l'impression qu'il va se mettre très vite en insuffisance cardiaque, qu'il y a un large défect, mais on peut se dire, s'il se met en 2B, par exemple, il n'aura pas beaucoup d'insuffisance cardiaque. Donc, il a une insuffisance cardiaque modérée et lui aussi une FIR à 4 mois, mais avec une hypertension artérielle pulmonaire qui a un petit peu persisté en post-op et qui a finalement lâché. Alors, on continue dans le type de CAV. Donc là, on voit bien, vous avez la CIA de type ostium primum, la valve AV commune, et on pourrait dire on est un peu intermédiaire entre le A et le B. Moi, je dirais que c'est un A, parce que même si c'est un tout petit peu du côté ventriculaire droit, c'est quand même bien sur la crête. Et c'est ce qu'on peut appeler un CAV intermédiaire, parce que vous voyez que c'est presque comme un anévrisme du septum membraneux dans la CAV membraneuse. On voit bien ce que ça va devenir. Donc là, on peut fortement espérer que cet enfant va avoir une CIV restrictive. Et ça, on est un peu confirmé par le Doppler couleur. Vous voyez que là, le shunt, vous le voyez beaucoup mieux. Donc, on sait qu'il va baisser ses pressions. Il va peut-être développer un petit peu d'insuffisance cardiaque. Mais il faut jouer la montre. Il va finir en hémodynamique de CIA. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, la communication interventriculaire c'est quasiment occluse par ce fameux cordage anévrisme vers l'âge de 1 an. Et on l'a opéré à l'âge de 4 ans, comme une CIA. Donc, maintenant, on va aller un petit peu plus au niveau des valves. Donc,
On a moins souvent un CAV complet avec les fils des valves. On a des fils des valves qui sont plus fréquemment dans les CAV intermédiaires ou partiels. Donc là, c'est un CAV intermédiaire, la CAV est largement restrictive et vous voyez que la régurgitation des valves AV, de la valve AV, elle est euh, modérée, on va dire, mais qu'on voit très bien qu'on a les trois flux dont je vous ai parlé sur le schéma initial. On a la fuite de la valve AV droite, on a la fuite de la valve AV gauche, qui est pas très importante, que vous voyez juste là, et la plus importante, c'est la fuite de la valve AV du VG vers l'OD. Croissance normale, un petit peu de tachycardie et une intervention à l'âge de 3 ans. Donc, finalement, cette fuite, elle était bien modérée, discrète à modérée. Des petits messages sur ce type de CAV que vous allez voir en période néonatale ou précoce, on va dire, et en particulier sur l'âge TAP. Un nourrisson donc avec un CAV complet doit avoir au moins une petite part d'insuffisance cardiaque. Et on espérerait même qu'il se mette largement en insuffisance cardiaque. Sinon, il faut vraiment s'occuper de son hypertension artérielle pulmonaire. D'ailleurs, vous savez, les enfants avec trisomie 21 ont un risque d'hypertension artérielle pulmonaire plus important, qui est sûrement multifactoriel par une anomalie génétique de leur média, des petites voies aériennes et une prématurité, une insuffisance respiratoire autre. Mais il arrive qu'on soit devant des tableaux très particuliers où on a l'impression qu'ils vont jamais modifier leur paroi endovasculaire et leurs médias par rapport à la période anténatale et qu'ils vont rester en HTAP fixés. Mais ça, c'est un tout petit pourcentage d'enfants trisomiques 21. Et la plupart ont juste une fragilité, donc il faut les opérer un peu plus tôt, si possible vers le 3e mois. Un autre message, c'est qu'un enfant qui a un CAV avec une CIV restrictive ou absente, c'est-à-dire qui a une CIA de type ostium primum, un CAV partiel, vous ne devez pas le trouver en HTAP d'un coup brutal à l'âge de 2 ou 3 mois. Et il faut absolument chercher autre chose. Et en particulier, c'est des enfants qui ont des lésions extracardiaques, comme des fistules artério-veineuses qui vont leur donner leur hypertension artérielle pulmonaire. Donc, on va continuer après ce petit message CAVH-TAP sur l'évaluation de cette valve auriculo-ventriculaire. Donc, vous voyez que là, c'est un enfant qui a quasiment le même tableau que le dernier que je vous ai montré, qui finalement avait été opéré à l'âge de 4 ans sur les trois fuites, les 3 points de fuite de la valve AV. Mais la différence, c'est que sur cette valve AV gauche, là, vous voyez que on a moins l'impression qu'elle est modérée, elle est même franche, puisque vous voyez un large flux sur cette petite valve AV gauche, avec des petits cordages, des piliers très rapprochés, un cordage supplémentaire qui sert à rien, si ce n'est à réduire un peu le ventricule gauche, et puis un flux VGOD qui lui, on ne cherche pas, vous le voyez, très très bien. Et donc, cet enfant en plus, donc il avait, je vous ai mis l'hémodynamique d'insuffisance mitrale finalement significative, l'insuffisance tricuspide aussi, puisque vous voyez que le flux sur la valve AV droit il est important, puis la fuite VGOD, puis la CIA, et en plus il avait un RM sur cette petite valve AV gauche un peu tirée par cette anomalie de l'appareil sous-valvulaire. Et donc, cet enfant, alors qu'il n'a pas de CIV, finalement, il a eu une insuffisance cardiaque congestive marquée du fait de la dysfonction et de ses flux valvulaires. Et on l'a opéré à l'âge de 4 mois. Donc, vous voyez que cette fuite valvulaire, elle peut finalement entraîner plus d'insuffisance cardiaque que la CIV, qui est limitée par l'HTAP, pour faire un raccourci. Alors après, celui-là qui était vraiment franc. On va se retrouver donc même cas, mais vous voyez, c'est pour vous montrer en couleur. Ben là, on a finalement un flux qui part de la fente et qui va finalement vers le septum interauriculaire avec un flux du côté de l'OD et un flux du côté de l'OG. Donc c'est bien partagé, c'est pas très important. Et finalement, c'est une hémodynamique de CIA avec un peu de fuite.
On l'a opéré à 3 ans. Donc, je ne veux pas dire que vous allez tout deviner par rapport à l'échographie, mais c'est pour vous dresser un tableau que l'on fait devant une échographie avec un enfant qui va évoluer sur un plan clinique que vous allez bientôt suivre sur la clinique. Mais finalement, vous auriez presque pas besoin de refaire l'échographie à chaque fois que vous le voyez. Elle va pas vous apporter grand-chose en dehors de la clinique. Alors, on avance dans la complexité. Vous voyez que c'est un CAV un peu déséquilibré. Le ventricule gauche, il est plus petit, il a du mal à aller jusqu'à la pointe. Et vraiment, c'est la valve AV gauche qui est malade. Il n'y a pas eu de coarctation. euh, et vous voyez que la fuite est significative avec un flux VGOD marqué et un flux VG-OG un peu moins marqué. Mais qu'on peut se demander finalement si ce ventricule gauche va se développer dans la première année de vie avec vu que il se vide un peu dans l'oreillette droite quand même. Et en fait, il a développé donc une insuffisance cardiaque relativement précoce, alors que c'est pas une fuite massive, mais du fait même du défaut de remplissage du ventricule gauche et d'un hypodébit systémique. Donc, c'était plus sur le signe pâleur et insuffisance cardiaque que dyspnée et hyperdébit pulmonaire. Donc, vous avez des petites différences dans la clinique qui vont être expliquées par l'hémodynamique. Donc, opération semi-précoce à 9 mois. Alors, une petite, là aussi, c'est une enfant qu'on va suivre tout au long du cours. Elle voyait qu'elle a une oreillette unique, une valve AV qui fuit des deux côtés, mais presque plus du côté de la valve AV droite. Et elle a la particularité que ça soit dans un cadre d'hétérotaxie, avec une veine cave supérieure gauche qui se jette en plein dans l'oreillette. Donc, on avait un mixing euh, majeur au niveau de l'oreillette. Vous pensez que cet enfant a combien de saturation? Allez, on joue. 90? Elle a 70% de saturation parce que au niveau des oreillettes, vous avez un mixing énorme et vous avez un retour veineux systémique qui arrive du côté gauche de l'oreillette. Et on l'a opéré à l'âge de 1 an. Allez, on continue, un peu moins grave. Donc là, vous avez une vue qui est... allez, on voit mieux sur celle-là. C'est un CAV intermédiaire. Vous voyez que la composante ventriculaire a été occluse et restrictive grâce à ce cordage anévrisme. Que vous avez une petite CIA de type ostium primum et que la fuite, elle est là, sur la valve AV droit. Et si vous faites un peu courir l'enfant, le flux de la fuite, il fait VD-OG. Et quand elle se met à courir, elle désature. La saturation à 70%. Quels sont les éléments sur lesquels vous êtes fixés pour attendre jusqu'à maintenant pour l'intervention? Sur la difficulté d'une réparation valvulaire et d'une septation interauriculaire avec une hétérotaxie. Vous l'auriez opéré avant? C'est ce que je pensais. Plus on va parler de neurologie, plus les cellules de libération. Alors ça, c'est très vrai sur le CAV partiel. On va y revenir dans les indications chirurgicales. 1 an pour avoir des lésions dysplasiques surassociées, c'est pas si long. Je vais continuer, mais on pourra en discuter après. Donc cet enfant, on l'opérait à l'âge de 3 ans sur une désaturation d'effort. Et enfin, on finira sur une fente isolée.
fente isolée qui était sur une valve auriculo-ventriculaire commune et qui a été opérée à l'âge de 4 ans, je crois. Alors, vous avez vu que pour analyser cette valve et cette régurgitation, on a l'écho 2D classique. Quand on va regarder les feuillets, on se met en petit axe. Et puis, si on veut regarder l'hémodynamique, on se met plutôt en long axe. Euh, alors évidemment, on est tenté de faire de l'écho 3D parce c'est vrai qu'en écho 3D, on va analyser au mieux la surface de ces feuillets et donc en particulier sur cette valve AV commune, le feuillet mural de la valve AV gauche. Alors, ce qui est là où vous avez beaucoup d'index de littérature, c'est tous les index qu'on va essayer d'avoir, en particulier en postnatal, sur le CAV déséquilibré. Donc, sur le CAV déséquilibré, on va essayer bien sûr, on peut faire des rapports de surface. Vous allez voir, c'est des rapports d'angle pour savoir ce qui traduirait un petit peu plus l'hémodynamique que juste la surface. On va essayer d'analyser bien sûr le flux de la valve auriculo-ventriculaire et ainsi le but de tous ces index sur lesquels je vais revenir sur les derniers qui sont utilisés, en fait, c'est d'essayer de savoir est-ce qu'on va finir en uni ou en biventriculaire. Donc l'index le plus connu, c'est donc le ratio de surface entre la surface de la valve AV gauche et la surface totale de la valve AV. L'angle aussi connu, c'est entre l'angle du ventricule droit sur l'angle du ventricule gauche à partir de l'extrémité de l'anneau jusqu'à la crête. Et enfin, il y a un index qu'on appelle le LVI, donc qui serait un rapport entre le diamètre total de l'anneau avec le diamètre du flux Doppler à sa partie la plus étroite du remplissage des cavités gauches. On a finalement essayé de faire un index qui reliait la taille de la communication à la taille de l'anneau pour essayer de faire des algorithmes en essayant de prévoir si on était plutôt vers l'uni ou le biventriculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier, c'est la surface de la valve AV gauche par rapport à la valve commune. Et donc, en dessous de 0,2, on est devant l'univentriculaire. Et que la zone grise, c'est entre 0,2 et 0,4. Et que lorsqu'on est dans cette zone grise, on va essayer de s'aider d'un index qui prend en compte la taille de la CIV par rapport au flux. Et donc, ils ont préféré cet index qui s'appelle IN VSD, mais c'est un peu la même chose que l'angle finalement. Et c'est pour essayer au-delà de la surface, de rapporter quelque chose qui est plus hémodynamique et quelle est l'importance du flux qui va aller remplir ces cavités gauches ou pas. Et donc là, vous voyez que de la même manière, il y a des zones grises qui sont entre 0,3 et 0,35 où on se demande ce qu'on peut faire. Donc évidemment, quand c'est plus large, on va faire de l'univentriculaire. Et puis finalement, quand c'est moins de 2, on est sûr d'être en biventriculaire. Donc, un petit exemple d'écho. Donc, vous voyez, pardon, un petit ventricule gauche, une petite aorte, et finalement, un enfant qui fait une coarctation aortique et qu'on va réparer à 2 ventricules. Donc, finalement, le déséquilibre, quand il annonce une coarctation aortique, c'est pas si mal. Et donc là, c'est un CAV complet avec un tout petit ventricule gauche, un gros ventricule droit, et celui-là, il va finir en univentriculaire. Donc celui-là, c'était un enfant qui avait un ventricule, c'était un déséquilibre avec un gros ventricule gauche et une hypoplasie relative du ventricule droit qui n'arrivait pas jusqu'à la pointe, avec un CAV intermédiaire puisque la composante ventriculaire avait évolué vers une restriction. Et
on s'est demandé en anténatal si on finirait en biventriculaire ou en un ventricule et demi. Et on a fini en biventriculaire. Donc, si on arrive à la chirurgie avec ces indications, devant le CAV complet, on n'a pas beaucoup d'hésitation entre 3 et 6 mois en fonction du QPQS et finalement de la fuite de la valve AV. On peut être amené à opérer encore plus rapidement sur une fuite majeure. Dans le CAV intermédiaire, on va être un petit peu entre les deux, avec une évolution possible si la CIV devient restrictive, mais encore avec un QPQS élevé vers l'âge de entre 6 mois et 1 an, alors que si elle devient franchement restrictive et que le QPQS ne dépend plus que de la CIA, on va se retrouver devant ces CAV partiels. Donc, l'indication de chirurgicale du CAV partiel, on le reverra, elle varie en fonction des années, et on va dire qu'elle se situe entre 1 et 4 ans, et qu'en effet, on l'a plutôt rapproché. Dans les techniques, en particulier pour le CIV, pour le CAV complet, on a la technique du simple patch, du double patch et du simple patch modifié. Donc, voilà, elles sont schématisées ici. Il faut surtout que le chirurgien fasse ce qu'il a l'habitude de faire et qu'il fera au mieux. Donc, la technique à un patch, c'est la technique de Rastelli, c'est la plus commune. Et vous voyez que le patch, bien sûr, le simple patch sera utilisé dans les CIA de type ostium primum, mais que il traverse la valve AV dans le CAV complet. Ce qui est intéressant, c'est cette technique donc du patch modifié ou de NUN qui vient des Australiens et qui consiste donc et sur le schéma, on le voyait bien, à fermer la CIV par des points et à remonter la valve. Et donc, en fait, ça nécessite une CIV qui est de petite taille. Sinon, on ne peut pas le faire. Mais sinon, ça donnerait... et donc, quand ils visent la CIV 10-15, en pratique, on le voit plutôt faire quand la CIV, elle fait 5 mm pour arriver à faire ça. Enfin, il y a certaines équipes qui privilégient cette technique, qui dans les années 2019, donc par Becker, finalement avait un meilleur résultat post-opératoire sur la mortalité, moins de réintervention et moins de BAV. On voit que c'est des chirurgiens qui prônent cette technique et qui savent bien la faire. Et c'est pas le cas dans toutes les études. Une même étude, en tout cas donc d'Australie, qui est conséquente, avec le double patch ou le patch modifié, un patch modifié, avec le même taux de survie et le même taux de réintervention. Sur quel principe on va s'appuyer pour envoyer notre patient se faire opérer? Donc, il y a des principes chirurgicaux qui font que vous devez vous poser les questions auxquelles le chirurgien va essayer de répondre, ou en tout cas de lui donner les éléments qui pourraient peut-être essayer de répondre. Donc, il y a l'insertion de tout l'appareil sous-valvulaire, les composants de la valve, l'importance de la fuite, etc. Et un petit mot sur une particularité de la valve AV gauche qui peut être en double orifice et qui à ce moment-là nécessitera une prise en charge particulière pour le chirurgien, donc il faut l'avoir prévenu. Le geste chirurgical, en principe, le chirurgien essaie toujours de fermer la fente. Il y a eu beaucoup de controverses. Enfin, si elle existe, on essaie de la fermer et si l'appareil sous-valvulaire est un peu restrictif, on peut de temps en temps faire une fermeture partielle pour éviter d'avoir un RM secondaire, mais la plupart du temps, il y a un geste sur la fente. Le chirurgien essaye de faire la meilleure coaptation valvulaire, donc il peut avoir à faire une annuloplastie, voire une plastie de la valve. Et enfin, pour l'ouverture de la valve, là on parlait surtout des gestes qui vont contribuer à diminuer la fuite.
C'est plus la position des piliers et la taille des cordages qui va déterminer euh, la traction et la restriction de cette valve AV gauche et qu'il faudra aussi décrire au chirurgien pour savoir quel geste il a à faire. Donc cette diapositive, c'est Loïc Massé qui me l'avait donnée. Et Loïc Massé était un chirurgien qui opérait magnifiquement les CAV. Et sur les techniques qu'il pouvait avoir à faire, donc de scission des piliers proches ou fusionnés, de remplacement de tissus valvulaires en cas de et surtout de vérification et de prise en charge des lésions dystrophiques associées quand on a trop attendu pour faire opérer un CAV partiel, par exemple. Bon, ça c'était un schéma pour vous montrer comment on pouvait faire des plasties valvulaires. Et ça c'est une petite boucle pour vous montrer le double orifice qu'on voit bien en vue transverse. Donc ça c'est une petite vidéo de Dominique Métras qui montre comment il ferme un CAV et une fois. Bon, en fait, c'est de la chirurgie, ouais. Donc, il va suturer la fente. Voilà, donc on en est à la troisième ou quatrième étape, c'est-à-dire qu'on est dans le préopératoire. Je vous ai donné un petit peu les éléments, donc je vous le montre en boucle. Alors, la valve AV gauche, on l'avait vu d'ailleurs dans les premiers cas, c'est le même. Je les suis. Donc, vous voyez, on a des petits cordages et on a sur la vue longitudinale deux piliers très rapprochés. Et vous voyez on voit bien qu'en fait, il y a un seul pilier qu'il est vraiment fusionné. Donc, je vous ai mis le compte rendu opératoire et c'est Loïc Massé qui l'avait opéré et qui a fait toute une plastie et chirurgie de cette valve AV gauche qui a très bien marché. Donc là, vous voyez le résultat post-opératoire. C'est extraordinaire. C'est un très bon résultat post-opératoire. Je vous avais remis un chirurgien. Bon, quel résultat C'est une série un peu ancienne, 2010. Mais finalement, ça a assez peu changé dans les années 2020. Ce qui est important, c'est que finalement, si la survie à long terme, vous allez le voir dans les autres, elle reste de cet ordre-là, c'est-à-dire entre 85 et 90% suivant les études, les chirurgiens, les centres. Ce qui change, c'est quand même l'âge moyen de l'intervention au fur et à mesure des décades. Et sur ce petit schéma, c'était pour ça que je vous l'ai mis. Il faut savoir qu'on opère de plus en plus tôt. Le facteur de risque, c'est aussi bien sûr l'aire chirurgicale et que nos chirurgiens ont quand même fait, ainsi que nos réanimateurs, beaucoup de progrès depuis les années 80. Alors le risque de réintervention, c'est la dysplasie de la valve AV, bien sûr. Et pour certains, l'absence de fermeture de fente, mais là, je m'étendrai pas trop parce que Dominique Métras, qui opérait très bien les CAV, ne fermait pas toujours les fentes et avec une évolution qui était parfois tout à fait satisfaisante. Alors, dans les facteurs de décès, c'est une étude un petit peu plus récente, donc 2019. Vous voyez que ce qu'on va rechercher, c'est quel est le risque de décès et de réintervention. À chaque fois dans le CAV, c'est ça. Donc, il y a l'âge à moins de 3 mois, d'intervention à moins de 3 mois, donc une décompensation précoce. Bien sûr, la complexité du CAV et la pathologie et en particulier la régurgitation de la valve auriculo-ventriculaire. On voyait que la mortalité, elle a diminué énormément au XXIe siècle.
Et un petit mot de la trisomie 21. La trisomie 21, ils n'ont pas de surmortalité. Au contraire, ils ont moins de réintervention. Ils ont une valve AV qui fonctionne assez bien. Ils ont des CAV complets euh, qu'on opère par une technique de deux patchs et pour lesquels le pronostic est bon. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont souvent des BAV tardifs à l'adolescence. Donc, il faut savoir les surveiller de ce côté-là. Et donc, je vous avais mis le taux de réintervention et de survie qui était de 84% sur la diapo d'avant. Et là, c'est encore une équipe allemande. Et vous voyez que là, on est à 87% pour une chirurgie maintenant de notre temps, c'est-à-dire qui se fait à l'âge de 4 mois et en moyenne à 5 kilos sur une technique de deux passes sur un CAV complet. Donc, on est dans ces pourcentages-là. Alors, un mot du CAV partiel. Donc, le CAV partiel, en effet, il y a eu beaucoup de discussions sur l'âge, d'ailleurs un peu comme la communication interauriculaire de type ostium secondum qu'on opère plus tôt qu'il y a 20 ans. Mais là, c'est encore plus vrai puisque le fait d'avoir une fuite sur la valve AV gauche, si on la laisse évoluer, ça va surajouter en effet des lésions dystrophiques. Et c'est vrai que le consensus actuel diminue de 3 voire 2 ans pour opérer ce type de CAV pour éviter ces lésions. Pourquoi il y a eu des consensus? Parce que à un moment donné, on s'est dit que si on opérait à l'âge de 2 ans plutôt qu'à l'âge de 4 ans, on pouvait avoir un taux de réintervention qui était plus élevé et un taux de mortalité peut-être plus élevé. Mais en tout cas, les études, qu'elles soient en score de propension ou en études prospectives, montrent qu'il n'y a pas d'intérêt à attendre tellement plus que de l'âge de 2 ans. Donc là, je vous ai mis un mot de la chirurgie des CAV avec juste une composante interventriculaire. Donc souvent, on a un mal alignement du septum interauriculaire. Et finalement, on savait que dans le CAV partiel de type ostium primum, on avait plus de fuite, plus de réintervention sur la valve auriculo-ventriculaire, plus de déséquilibre gauche. Mais dans ces CIV isolés, qu'on connaît moins bien parce que c'est moins fréquent, finalement, il y a aussi plus de réintervention sur la valve auriculo-ventriculaire que dans le CAV complet. Donc, c'est ce qui vous est schématisé sur ces schémas. Là, c'est la malposition. Rouge et bleu, c'est la malposition du septum. Et là, c'est le nombre de réinterventions sur la valve AV. Alors, oui, je vous ai mis quelques particularités dans les situations avec anomalie intracardiaque associée. Donc, bon, premier, c'est le CAV coarctation. Alors là aussi, vous le verrez, mais je crois que c'est dans toutes les spécialités comme ça. Il y a des modes, donc il y a beaucoup de discussions, des attitudes qui doivent pas être modifiées. Puis 10 ans après, c'est complètement l'inverse. Et puis 10 ans après, on revient. Donc la question est de savoir est-ce qu'on fait en un temps, est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait la cure de coarctation et qu'on fera la cure de CAV après. Et quand c'est un CAV complet, c'est un peu embêtant. On va faire un cerclage. Donc là, il y a vraiment plein de discussions, on va dire. Il y a 10 ans, on essayait de tenir un maximum et d'opérer l'enfant vers l'âge de 1 mois, surtout si la coarctation n'était pas ductodépendante et que c'était une coarctation progressive. On essayait de tenir jusqu'à l'âge de 1 mois et on faisait une cure complète. Et puis finalement, on a quand même pas mal de coarctations qui surviennent sur un CAV partiel ou qui sont ductodépendantes. Et à ce moment-là, on fait la cure de coarctation et on fera la cure du CAV dans un second temps. Et puis, il y a toute une équipe qui a finalement
a remis le cerclage, on va dire, à sa place, même si l'effet était controversé sur la valve auriculo-ventriculaire qui est déjà malade. Donc, si vous mettez un obstacle, vous allez pouvoir décompenser cette valve auriculo-ventriculaire et que finalement, la survie était assez semblable et que parfois ça pouvait être un pont pour attendre de savoir si on partait vraiment vers une réparation biventriculaire. Et quand on est doté dans des situations un petit peu intermédiaires, c'était pas si une si mauvaise attitude de faire un cerclage. Alors de la même manière, on peut se demander si on doit faire un cerclage chez l'enfant de petit poids pour attendre qu'il grossisse et faire la cure complète. Euh, Là, il y a une étude donc de 2022 qui a essayé de voir quand est-ce que il fallait passer par le cerclage, et ils ont défini donc une population avec une insuffisance cardiaque sévère, et ils font une chirurgie en un temps précoce en petit poids s'il n'y a pas de facteur de risque qui complexifierait l'intervention sur les lésions de la valve auriculo-ventriculaire. Et les lésions de la valve auriculo-ventriculaire, c'est la taille du feuillet mural, l'importance de la fuite, le rapprochement des piliers, etc. Tout ce qu'on a parlé avant. Alors que si vous avez un haut risque sur cette valve et pas de fuite significative de la valve AV, on va plutôt faire un cerclage. Donc, ils essayent de faire des algorithmes où ils vont peser. Donc, ce que vous devez en conclure, c'est que finalement, ça va être une fois de plus une discussion de staff avec vous qui aurez fait l'échographie et qui aurez vu la clinique de cet enfant, qui l'aurait vu, et vous l'aurez vu évoluer sur les jours et les semaines précédents. Et c'est au cas par cas, en fonction du risque de cette valve auriculo-ventriculaire, des habitudes du chirurgien et des réanimateurs, que vous allez décider de faire un temps ou en 2 temps. Donc, le risque, c'est ce qu'ils appellent la valve auriculo-ventriculaire à risque, c'est un risque opératoire. C'est-à-dire que si vous avez deux piliers qui sont très rapprochés, ça va être compliqué à 2,5 kg de faire, de couper ce pilier. Si le composant mural est tout petit et tout recroquevillé du côté gauche, ça va être compliqué de faire une plastie. C'est tout ce genre de choses. Donc, sur la description de tout ce qu'on a vu de cette valve AV. On en arrive au CAV de l'adulte. Et donc, sur ce CAV de l'adulte, il y a certains adultes qu'on a laissé finalement grandir avec ce CAV. Alors, c'était pas des CAV complets avec une fuite massive. Donc, le plus souvent, c'était un ostium primum de petite taille avec un QPQS à 1,2. Et donc, on n'avait pas retenu d'indication. Le problème, c'est que souvent, la fuite, elle finit par évoluer, et que le shunt atrial, avec cette fuite, peut devenir avec un QPQS significatif à l'âge adulte, et que on a quand même un risque rythmique qui est à prendre en compte de troubles du rythme, d'arythmie supraventriculaire, qui fait qu'il y a certaine part d'indication de chirurgie à l'âge adulte. Et donc là, c'est l'histoire naturelle d'un jeune adulte qui avait donc un CAV partiel de petite taille. Vous voyez que la composante interventriculaire s'était refermée. Et sur cette petite communication interauriculaire, il n'avait jamais été opéré. Et en fait, il a décompensé tardivement, probablement sur un trouble du rythme qu'on n'avait pas authentifié, et sur une lésion d'endocardite. Ce qui fait que on l'a opéré à l'âge de 51 ans avec un remplacement valvulaire mitral. Dans les complications. Alors, la complication la plus fréquente qui nécessite une réintervention, c'est
et voilà la dysfonction de cette valve auriculo-ventriculaire qui est particulièrement difficile parfois à réparer. Ensuite, on a le BAV et les arythmies, mais le BAV est plus fréquent, jusqu'à 4%, et c'est plus fréquent en hétérotaxie. Ensuite, on a les obstructions gauches, dont on parle beaucoup dans le CAV, mais qui sont finalement pas si fréquentes que ça, 2 à 4%, et en ordre et qui sont plus fréquentes dans certaines formes de CAV, que sont le CAV partiel et le CAV complet de type A. Et enfin, l'HTAP, on en avait dit un mot, qui serait plus fréquente en trisomie 21. Donc, dans les complications rythmiques, on voit que on a essentiellement du bloc auriculo-ventriculaire et de la dysfonction sinusale, et que finalement, le bloc auriculo-ventriculaire survient plus fréquemment à distance, non, pardon, en post-opératoire, et que la dysfonction sinusale, elle, par contre, peut survenir plutôt plus tard et à distance de l'intervention. Donc là, c'est l'âge, ça c'est la dysfonction sinusale, là c'est le BAV. Et finalement, dans les arythmies, il n'y en a pas tant que ça. On a beaucoup parlé et finalement, elles ne sont pas si fréquentes que ça. Et là, en gris clair, c'est les syndromiques et en noir, les non syndromiques. Et donc, vous voyez que, en effet, l'enfant trisomique 21, puisque c'est la plus fréquente des syndromiques, a un peu plus de BAV que les non syndromiques. Alors, dans ces complications, on va s'attarder un petit peu sur l'obstruction de la voie gauche, puisque c'est celle quand même qu'on craint le plus et que vous êtes amené à surveiller de façon la plus méticuleuse. Les Australiens, toujours, ont montré en effet qu'elle n'était pas si fréquente, puisque vous voyez que sur une courbe non, c'est la courbe de récurrence, pardon. Et ils retrouvaient une incidence à 4,4%. On avait dit 2 à 4. Bon, 4%, c'est pas si énorme que ça. Mais ce qu'ils ont pu montrer, en fait, c'est que, par contre, une fois qu'on avait eu cette obstruction, le risque de récurrence était beaucoup plus important. Donc, c'est leur conclusion, et ça, on ne le savait pas il y a quelques années, c'est que on garde une occurrence faible, 4%, mais que le taux de récurrence peut être très élevé, jusqu'à 40% à 15 ans. Et alors, ce qui est intéressant, c'est l'article que je vous ai sorti pour cette année. C'est un peu un gadget, mais ce qu'ils ont retrouvé, c'est que finalement, en effet, ça on le savait, je vous l'ai dit au début, dans l'anatomie du CAV, vous avez une déformation de cette voie gauche qui est déjà élongée du fait de l'absence de wedging, mais la chirurgie va rajouter un fardeau. Et en fait, la chirurgie, surtout à un patch, va majorer cette élongation et ce chenal, et ils se demandent dans quelle proportion cette chirurgie peut être responsable des obstructions au long cours. En fait, je pense que c'était une manière de mettre en cause la chirurgie à un patch modifié pour lequel eux, ils pensent qu'il va y avoir plus de récidives. Donc, cette réintervention, elle passe par deux techniques. On essaye toujours de faire une nouvelle plastie, mais il faut savoir que ça finit quand même assez souvent en remplacement, surtout dans les récurrences. Et que les facteurs de risque de réintervention sur la valve auriculo-ventriculaire, c'est la non-fermeture de la fente pour certains, les anomalies associées intracardiaques et surtout la dysplasie de la valve. Donc là, je vous ai mis la petite référence où il s'envoie par article interposé, réponse et re-réponse, les partisans d'une fermeture réellement systématique de la fente et les partisans d'une adaptation du chirurgien aux lésions locales. En tout cas, l'absence de messages on va dire.
Et donc, sur l'évolution de cette fuite post-opératoire, donc c'est un schéma qui est un peu rébarbatif, mais en fait, qui dit une chose. Euh, sur celle-ci, c'était leur évaluation préopératoire, et c'est vrai que c'est vraiment en fonction de la taille du composant mural et euh, de, de la longueur de la fuite et donc de cette fente mitrale que la fuite sera le plus important. Mais surtout, ce qui montre, c'est que sur l'évaluation, il sépare en évaluation préopératoire les fuites discrètes et les fuites modérées à sévères. Et vous voyez que ils vont faire une première évaluation post-opératoire. Et heureusement, on a quand même des préopératoires qui vont passer en discrète modérée, euh, pardon, de là à là. Mais qu'il faut savoir que l'évaluation post-opératoire immédiate ne fait pas tout et qu'on peut avoir des bonnes surprises dans l'évolution, comme on peut en avoir des petites mauvaises aussi dans l'évolution. Alors, je vais vous montrer en clinique. Donc, ben oui, pour évaluer cette fuite, on n'a pas tant de méthodes que ça, même si on se laisse aller à faire une PISA, parce que si on met pas un résultat de PISA, c'est un résultat, le compte rendu est incomplet, mais c'est une très mauvaise évaluation de cette fuite sur fente, parce que le volume de régurgitation est généralement sous-estimé. Bien sûr, ben, il faudra faire les paramètres de retentissement. C'est toujours important de savoir quelle est la taille de l'oreille gauche et du ventricule gauche. Ça bouge pas en échographie. Euh, donc, pour vous montrer quelques exemples de résultats post-opératoires. Euh, donc ça, c'est une intervention de Métras qui n'a pas touché la fente, avec un très 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 bon résultat et une microfuite. Euh, un résultat, on va dire, intermédiaire. Vous voyez qu'en couleur, c'est un peu difficile de savoir. Donc, il faut pas se précipiter pour dire en post-opératoire, la fuite, elle reste horrible, elle est passée jusqu'au toit de l'oreillette gauche, il a raté. Non, il faut essayer de l'évaluer au mieux et toujours se donner le temps dans une chirurgie de CAV. Il faut pas se précipiter pour réintervenir. Elle peut bouger dans le temps. Si l'enfant est petit, que c'est un nourrisson, il va grandir, va changer, et la relation spatiale de cette valve va changer dans sa position intracardiaque. Donc franchement, il faut savoir se contenter d'un résultat intermédiaire avant de se précipiter. Et puis pour vous dire que parfois le chirurgien il est embêté par le double orifice, mais que parfois aussi il va le créer quand la valve AV a un appareil sous-valvulaire restrictif ou ça va être difficile. Donc ça c'est, je vous ai montré l'exemple d'une création d'un double orifice qui a bien évolué. Et voici. Donc, je voulais aussi vous montrer que parfois, malheureusement, ça marche pas. Et donc, c'est intéressant, c'est cette échographie, c'est l'oreillette unique. Et donc, l'oreillette unique, il n'a pas réussi à nous faire une plastie de la valve correctement. Et elle s'est mise à vraiment avoir un défaut de coaptation. Donc, il y a eu une première plastie et puis très rapidement une reprise et la mise en place d'une prothèse mécanique. Et donc, ça, c'était pour vous montrer qu'on peut essayer d'analyser au mieux le mécanisme. Donc, c'est sûr que on peut avoir un défaut de coaptation sur un petit cordage restrictif sur le septum, un élargissement de l'anneau, bien sûr, mais aussi même en cas de deux piliers qui sont pas tout à fait fusionnés, même s'ils sont rapprochés, des petits cordages restrictifs sur des piliers qui font que on a à la fois une valve AV qui fuit et qui est sténosée. Et donc ça, c'est pour vous montrer, bah oui, que ça a fini en valve mécanique.
Alors un autre, donc vous voyez que là c'était une enfant qui avait un CAV complet, qui a été opéré non syndromique, qui a été opéré vers l'âge de 4 à 6 mois et qui a ce résultat euh, euh, post-opératoire. Donc sur l'image, sur la boucle couleur, vous pouvez voir que la fuite de la valve auriculo-ventriculaire, elle paraît non négligeable, mais c'est surtout sur le retentissement, c'est-à-dire qu'il y avait une hypertension artérielle de manière euh, post-capillaire qui s'est aggravée dans les mois suivant l'intervention, qui a fait qu'on a dû la reprendre avec un bon résultat post-opératoire, sans valve mécanique. Voilà, j'ai fini moi pour mon cours et donc on a 10 minutes de questions. Pendant que vous les préparez, je vais vous montrer un petit cas clinique de fœtal pour vous dire qu'il faut jamais être péremptoire et que même si on apprend beaucoup de choses sur le CAV, ben on reste assez parfois, il faut rester humble et savoir douter. Donc vous voyez une magnifique cœur en position allongée. Euh, Bon, il n'y a pas beaucoup de liquide devant, donc c'est vrai qu'on voit le liquide est là. Et puis, on a un peu de placenta quand même, et puis la paroi maternelle, mais quand même, l'écogénicité n'est pas si mauvaise. Donc, le dos, la pointe du cœur, la horte descendante est bien à gauche du rachis. On a deux ventricules équilibrés, un septum interventriculaire complet, un petit septum primum. On est content. Et puis, heureusement, le bébé bouge. L'échographiste, il fait rien là. Il a un magnifique CV complet. Voilà. C'était pour vous inviter à venir faire de l'écho fœtal. Alors là, c'est un deuxième cas. Donc, c'est un CAV, le dos, la pointe du cœur. Et donc, c'est un CAV avec un déséquilibre du ventricule gauche qui est là, qui est plus petit. Et donc là, vous avez les vaisseaux. Donc, je reprends. Hop. Et donc, on a l'impression d'un septum primum, mais en fait, on voit arriver le défect au niveau du septum interventriculaire. On a la paix et on a une aorte qui va revenir au-dessus, là, enfin plutôt du côté droit, et qui est modérément hypoplasique. Alors, on voit mieux sur celle-là, pardon. Je me dis, je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette boucle au niveau rien. Donc, là, on voit bien le ventricule gauche qui est plus petit. On voit un petit bout de septum primum. Et on a presque l'impression qu'il n'y a pas de CAV, mais vous allez me croire, c'était un CAV. Et puis, quand on arrive au niveau des vaisseaux, on voit une aorte petite, une AP, donc on se dit quand même un CAV déséquilibré, avec des défauts, des septa qui sont discrets. C'est pas un large CAV, mais un CAV déséquilibré au dépend des cavités gauches, avec un risque de coarctation aortique. Et alors, il est. Et là, le chef de clinique qui le voit, elle me dit, mais t'as pas parlé de biventriculaire quand même. Le VG est tout petit, il y a des cordages partout, et donc vous voyez que c'était bien, c'était en fait un CAV partiel avec un petit VG et une petite aorte qui n'était pas tout de suite coartée, ni dans les 12 heures, ni dans les 24 heures, ni dans les. Et puis ah oui, quand même. Hein, je comprends. Hop, les boucles sont pas en automatique, mais je vais vous les faire passer. Donc, vous voyez le gros ventricule droit et le petit ventricule gauche. Et là, c'est encore le ventricule gauche, il donne pas très envie quand même. Et puis maintenant, je vais vous le dire, l'enfant était trisomique 21.
On n'a vraiment pas été optimiste avec les parents. On a dit que le mieux qui pouvait arriver, c'était qu'il fasse une coarctation, parce qu'au moins on ferait la cure de coarctation et puis on verrait un petit peu comment le ventricule gauche allait se développer. Donc là, c'est la petite valve AV gauche qui est toute petite. Alors bah là, il a 9 mois et il n'a jamais fait de coarctation. Et la mère s'est vite crapahutée chez elle avec son bébé parce que ce qu'on lui disait, c'était vraiment trop dur. Et donc, en fait, ben, vous voyez que le ventricule gauche, il n'est pas encore parfait, mais il a bien grandi. La crosse, ouais, elle a toujours pas coarcté. Elle est un petit peu plus petite au niveau de l'isthme, mais et l'enfant cliniquement est bien grossi, il mange. Et voilà, il a 15 mois. Moi, si vous me montrez cette échographie avec celle du début, je me dis que vous m'avez menti et que vous avez tronqué les échographies. Sur le ventricule gauche qu'il avait en période néonatale, j'aurais jamais pensé qu'il pouvait avoir une échographie, un ventricule gauche comme ça à 15 mois. Et vous voyez, c'était il n'y a pas très longtemps, c'est en février 2023. Donc j'en avais vu un certain nombre de CAV, mais non. Donc avec tout ce qu'on sait, il faut surtout pas être voilà annoncer des choses qui vont se passer, mais ça c'est vrai pour toutes les cardiopathies, hein, de telle manière parce que en fait sur une analyse la plus précise anatomique puis hémodynamique, et ça c'est le fœtal qui vous l'apprend, c'est-à-dire que vous allez développer des scénarios qui sont possibles avec ce que vous avez vous analysé sur le plan anatomique et hémodynamique. Mais que chaque individu va évoluer suivant euh, son scénario à lui et qu'il y en a toujours un petit que vous n'avez pas imaginé. Vous avez plus que 5 minutes de questions avant le café. Je pense que vous avez présenté quelques images des diagnostics anténatales et vous avez dit que dans ces cas-là, quand il y a un diagnostic anténatal avec des lesions linéaires de bagage musculaire, on doit faire attention pour y penser à des zones linéaires. C'est ça que vous avez dit, non? On avait dit ça. Oui. Et puis, en fait, si on postnatal, on découvre, on met le diagnostic, soit néonatal, soit dans le linéaire, un oubli de exception linéaire de bagage musculaire, donc il n'y a pas de défaut de septembre. Est-ce qu'il faut qu'on fasse attention toujours pour postnatal, soit il y a une IVT, soit il n'y a pas, donc on voit, mais est-ce qu'on doit faire attention à autre chose de point de vue cardiaque? Il faut regarder s'il y a une valve AV commune. Si c'est juste une impression échographique et que vous avez deux valves et une aorte qui est encastrée, ben c'est une fausse image échographique. Et si vous avez une valve AV commune et que vous avez l'aorte qui est élongée, ça peut être une exceptionnelle forme à minima de CAV. Mais c'est juste des paroles. Il ne faut pas que ça vous occupe, cette histoire. Parce que on a trouvé une pièce anatomique avec Lucille où il y avait en effet un CAV et un alignement des valves auriculo-ventriculaires sans CIA, sans CIV. Mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Je ne sais pas, on doit faire attention à le risque d'avoir de VAV plus tard, de génitale, de d'arthrite, de obstruction de la voie bouche plus tard. Est-ce qu'on doit y penser toujours ou faire attention? Pour le CAV, oui. Pour le CAV. Pas pour l'alignement des. L'alignement, il faut l'oublier, c'est un très mauvais signe. On le voit en anténatal et en postnatal, il n'existe plus. Donc en postnatal, c'est juste la 10e sous-catégorie de CAV que vous ne verrez jamais. Oui.
Il y a deux cas différents en fait dans la coarctation. Il y a le CAV partiel avec coarctation et le CAV complet avec coarctation. Euh, donc le CAV partiel avec coarctation, on opère la coarctation, c'est sûr. Mais dans le CAV partiel avec coarctation, c'est des coarctations complexes avec des hypoplasies de l'arche aortique. Euh, donc déjà, c'est pas la même intervention parce que le VG est déséquilibré. Et donc, voilà. Et de l'autre côté, le CAV complet, c'est l'éternel problème du cerclage. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une CEC avec cure complète en un temps ou avoir un cerclage qui va potentiellement abîmer la valve auriculo-ventriculaire. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis deux articles, ou même trois, qui prônent pas tout à fait la même chose. Et le dernier est intéressant sur le petit poids, finalement. Et il raisonne non plus en fonction du poids, mais de la complexité de la chirurgie. Et pour l'instant, on n'a pas prouvé que c'était la CEC qui était responsable des troubles du neurodéveloppement, par exemple. C'est peut-être d'autres choses à côté de la CEC. Bon, c'est tout du CAV.